Ok, super. Bonjour, je suis Mourjan. Je vais vous parler aujourd'hui du projet Studio Traversée. En deux mots, c'est un projet où on prend des jeunes déscolarisés, on travaille avec des associations et on va les faire créer un jeu vidéo tous ensemble pendant 6 mois ou quelques jours selon les formats des ateliers. Et on utilise notamment Unreal Engine, donc c'est pour ça que je viens vous parler aujourd'hui. Donc je suis un peu stressé, je vais essayer de me détendre un petit peu. Mais donc pour moi c'est important de pouvoir partager le projet aujourd'hui ce projet il a une grande importance pour moi. Quand on l'a co-créé il y a 7 ans, parce qu'à la base moi je suis un décrocheur scolaire, j'avais des gros problèmes de concentration, j'ai failli échouer mon collège déjà, la barre était basse. Ensuite j'ai pas pu finir mon lycée et j'ai réussi à rentrer dans une école de jeux vidéo et pas finir non plus. J'avais des gros problèmes pour pouvoir finir mes devoirs, pour pouvoir réviser, me concentrer globalement. Donc voilà. Et ensuite, quand j'ai commencé à faire du jeu vidéo, j'ai toujours voulu en fait créer des jeux vidéo. Ça m'a redonné en fait l'envie d'apprendre. Ça m'a permis de me concentrer sur des longues périodes. J'ai réalisé que quand quelque chose m'intéressait ou qu'il y avait une étincelle de quelque chose dans le jeu vidéo, c'était mon intérêt à moi. J'arrivais à me concentrer plus longtemps. Et voilà. Et depuis, le jeu vidéo m'a apporté beaucoup de choses, parce qu'aujourd'hui j'ai cofondé mon studio, Rêve Studio, un studio de jeux vidéo que je vais vous présenter, qui est à l'origine du projet Studio Traversée aussi. Et ironie du sort, maintenant j'enseigne à des étudiants en master en sciences de l'éducation. Comment les jeux vidéo peuvent aider pour l'éducation. Un peu ironique. Donc, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Alors, donc je vais d'abord vous introduire au projet Studio Traversée, donc studio de jeux vidéo pour les jeunes déscolarisés. Ensuite, je vais vous parler de l'approche pédagogique qu'on a, qui est assez particulière. C'est aussi un projet de recherche en même temps. Est-ce que le son est bon? Je m'entends. C'est bon? Ouais. Ok. Donc le fonctionnement et l'approche pédagogique qu'on a, parce qu'on a à la base, c'est aussi un projet de recherche avec le CNRS. On a développé des méthodologies juste pour les jeunes, parce que c'est pas facile de créer un jeu vidéo, donc encore plus pour des jeunes déscolarisés. Donc comment on fait? Je vais vous expliquer. Pré-production, donc quand les jeunes s'assoient, ils réfléchissent à leur jeu, et comment est-ce qu'on gère ce genre de choses-là. Ça me permet d'introduire comment on fait, vraiment on met les mains dans le cambouis. Et là, on va parler un peu d'Unreal Engine, enfin pas mal même d'Unreal Engine. Et on va aussi, je vais vous montrer un peu comment on fait rapidement pour la 3D, le game design et d'autres choses comme ça. Et enfin, la post-prod. Et si vous avez des questions, on pourra avoir un moment pour échanger. Donc, j'ai préparé la présentation pour des gens qui, dans ma tête, je me suis dit que peut-être que tout le monde ne savait pas exactement comment on faisait des jeux vidéo. Et si je disais genre behavior trees, blueprint, etc. Donc je me suis préparé un peu à vous expliquer. Pour ceux qui connaissent déjà, désolé pour vous. Mais voilà, je vais essayer de définir certains de ces termes qui ont été mentionnés en plus ce matin. Donc ça tombe bien. Alors, donc d'abord, le studio de jeux vidéo, le vrai studio de jeux vidéo avec des adultes qui créent des jeux vidéo, le studio qu'on a cofondé, Rêve Studio. On a un studio qui est spécialisé du coup dans les expériences de haute qualité et les expériences éducatives. On utilise beaucoup Unreal Engine, on est assez fan du moteur pour des raisons que je vais vous expliquer après, mais c'est un moteur qui, en tant que studio de jeux vidéo, est très agréable à utiliser, que ce soit dans l'interface, dans les outils qui sont mis à notre disposition. Il y a énormément de choses pour nous qui nous facilitent la vie, et nous on a juste envie d'être créatifs. Et on n'a pas envie qu'il y ait il ne faut pas trop qu'il y ait de barrières à notre créativité en fait pour y arriver. Et c'est important pour les jeunes aussi, les jeunes déscolarisés dont je vais vous parler après, parce qu'eux, ils ont une idée, il faut qu'ils se mettent sur un outil qu'ils puissent commencer à créer immédiatement. Donc il y a un thème dans ce que je dis. Donc voilà. Dans les projets récents qu'on a fait en tant que studio de jeux vidéo, on a travaillé, on vient juste de finir la deuxième version d'un jeu pour Harvard. C'est un jeu web pour les étudiants d'Harvard qui veulent apprendre le français. On a fait un clip de musique, d'ailleurs sur Unreal Engine 5 quand il était encore en alpha. C'était une sacrée tâche, et que tout le monde ne savait pas exactement à quoi ça ressemblait, etc. Et on a profité du fait qu'on pouvait mettre autant d'assets qu'on voulait pour une fois, sans que notre ordinateur explose. Et on a packé plein d'assets, on a fait un clip de musique pour Amsem Record. On a travaillé pour PowerZ, qui est un open world éducatif, qui est aussi sur Unreal Engine. Et donc on a travaillé sur la partie tech, on a reformaté aussi le cœur de la pédagogie de leur projet, tout ce qui est système d'expérience pour que les jeunes ils voient où est-ce qu'ils apprennent, etc. Vraiment encore cette double compétence pédagogie-jeux vidéo. Et on fait nos propres IP, des jeux vidéo et des choses comme ça. Donc là c'est juste quelques projets récents, mais on a fait beaucoup de projets depuis les 7 ans
on a fondé le studio. Maintenant, on arrête de parler de Rêve Studio, on parle de Studio Traversé. Je vais essayer de différencier les deux pour que ça ne soit pas trop confusant. Donc c'est un projet, donc, comme je vous disais, où les jeunes ils se mettent tous ensemble pour créer un jeu vidéo, généralement un jeu vidéo de 5 à 10 minutes, parce que c'est ce qu'on peut faire, quoi. C'est un jeu vidéo où on arrive au niveau qu'eux ils veulent atteindre visuellement, en termes sonores, de programmation, mais le contenu est restreint parce qu'ils sont en général entre 5 et 20 dans les ateliers. Donc voilà. Je vais expliquer un peu ce que c'est quand on dit jeunes déscolarisés, qu'est-ce que ça veut dire. Je vais vous expliquer un peu la pédagogie engageante et innovante fondée sur des données probantes. C'est évidemment une pédagogie qui est tournée sur le projet. On ne leur donne pas de cours parce que pour les jeunes déscolarisés, les cours, ça ne marche évidemment pas du tout. Donc il faut qu'on fasse émerger la motivation et qu'ils apprennent par eux-mêmes. On a créé des méthodologies autour de ça. Après, là, je parle beaucoup pour présenter le projet, mais ce serait pas mal qu'on donne la parole à des jeunes déscolarisés pour qu'ils présentent le projet eux-mêmes. Donc je vais vous montrer une vidéo qu'on a faite, c'était en 2019. Et le projet, en fait, il existe depuis le début du studio, de notre studio de jeux vidéo. On passe une partie du temps du studio à faire Studio Traversé avec les jeunes déscolarisés. On l'a créé, on a commencé dès les premiers jours de notre studio de jeux vidéo, on a commencé ce projet. Donc voilà. Dans cette vidéo, la musique, elle est faite par un des jeunes et le montage, il a été assisté. Il y a des jeunes qui ont supervisé un petit peu le montage avec les professionnels. Et au début, je vais un peu parler, après vous entendrez les jeunes parler de leur expérience du Studio Traversé. Studio Traversé est un atelier de création de jeux vidéo encadré par l'association Rencontre 93 et le CNRS. C'est une aventure humaine unique qui permet à ces jeunes de maîtriser un art qui pourra déboucher un jour sur un métier. C'est vraiment un très gros travail, ne serait-ce que de faire un jeu vidéo. Parce qu'après on voit l'extérieur et aussi on voit l'intérieur en fait du Studio Traversé. Mon jeu c'est un parcours en gros. Je pense pas apprendre beaucoup de choses à Studio Traversé. Ça me fait apprendre déjà comment on peut créer des jeux, comment on fait les montages, tout ça. C'est bien, c'est cool. Ce que j'ai appris sur Studio Traversé, c'est principalement l'animation. Mais j'ai appris aussi un peu de tout. Ça m'a apporté, ça m'a fait grandir un peu, ça m'a fait oublier les problèmes. J'ai appris beaucoup de choses, on en apprend tous les jours. Voilà. Des jeux en gros qu'on a sélectionnés pendant cet été avec Sylvain. En mêlant art, technique et travail d'équipe. Studio Traversé, c'est une expérience unique qui permet de donner du pouvoir à ces jeunes. Merci. Du coup, dans la vidéo que vous avez vue, peut-être, il y avait un peu de Unreal Engine que les jeunes ils sont en train de manipuler. Ce que vous avez peut-être pas vu aussi, que je peux décrire un petit peu, il y avait quelques chercheurs, notamment une dame qui est directrice de recherche au CNRS, qui a suivi le projet pendant 4 ans, et 2 stagiaires de recherche aussi qui étaient toujours avec nous, en plus de Sylvain, Anouk, moi et Gabriel et d'autres personnes de notre studio de jeux vidéo, quoi, donc qui encadrent les jeunes. Généralement, dans le projet, en tout cas jusqu'à récemment, on était quasiment aussi nombreux à encadrer le projet que le nombre de jeunes qu'il y avait dans le projet. Maintenant, on a réussi un petit peu à optimiser le processus et tout, mais avec la partie recherche, on était quasi autant nombreux. C'est un peu particulier comme situation. Ces jeunes que vous avez vus, du coup, donc le décrochage scolaire en France, c'est un problème qui est... Alors, pour être honnête avec vous, il se réduit chaque année. Donc la France et le ministère de l'Éducation a réussi à faire des efforts pour qu'on passe en dessous de la limite européenne. Et maintenant, ça diminue légèrement. Je crois qu'en 2019, on était à 110 000 nouveaux décrocheurs par an. Là, on est passé à 95 000. Donc c'est un problème où il y a des choses qui sont faites. On ne va pas dire qu'il n'y a rien qui est fait. Mais c'est un énorme problème. Et nous, les jeunes avec lesquels on travaille, en tout cas, on a travaillé dès le début du projet. Maintenant, on travaille avec d'autres institutions, mais c'est des jeunes de Rencontre 93. Et Rencontre 93, c'est une association un peu particulière où les jeunes qui sont dedans, ils sont sous la protection de l'enfance, donc l'institution à la protection de l'enfance. Et donc, ils sortent du système judiciaire, donc c'est des décrocheurs du collège. Ils sortent du système judiciaire, ou bien ils ont des handicaps lourds, ou bien ça peut être aussi des demandeurs d'asile ou des réfugiés.
Donc c'est des jeunes qui sont en grande difficulté dans la Seine-Saint-Denis. Et donc eux, ils sont, c'est pas un décrocheur, on va dire, avec des raisons multifactorielles, qui a eu du mal il y a des jeunes, par exemple, leurs parents divorcent et ça va créer un décrochage scolaire, par exemple, ça va entraîner un décrochage scolaire et tout. Eux, c'est vraiment multifactoriel et c'est souvent des situations qui sont un peu plus lourdes, ils sont en grande difficulté. Et du coup, c'était le challenge qu'on voulait relever aussi, parce que c'est chez eux qu'on va avoir le plus d'impact en fait pour la suite de leur vie. Donc voilà. Et donc ces jeunes-là, le constat, et notamment du psychologue de la structure là-bas, sans dire que ça vient de la recherche ou autre, mais c'est une réalité si vous êtes au contact de ces jeunes, ils n'ont pas vraiment un sas créatif. Donc, et c'est pas le plus gros problème qu'ils ont, mais le fait de ne pas avoir un sas créatif, ça fait qu'en fait on leur dit en permanence au quotidien tout ce qu'ils ont à faire, parce qu'il faut qu'ils réintègrent le système scolaire ou bien la vie active, etc. Donc ils ont peu de liberté sur ce qu'ils peuvent faire en général. Leur vie, elle est tracée par les éducateurs, les institutions et les parents, et c'est aussi une bonne chose. Mais le fait, du coup, la confiance en eux, en fait, ils ne sont pas vraiment maîtres de leur propre chemin, en fait, de ce qu'ils font et comment ils vont réintégrer ce système, quoi. S'ils disent j'ai envie d'être, je sais pas, de créer des jeux vidéo, en général, les éducateurs, ils vont lui dire on va aller voir plutôt, est-ce que t'es intéressé par des choses peut-être manuelles et tout, peut-être la carrosserie ou des choses comme ça, on va les rediriger vers des métiers qui sont peut-être plus, où il y a plus d'entrées possibles ou bien qui sont plus à leur portée, on va dire, de ce que le système va penser en tout cas. Donc nous, on vient s'inscrire là-dedans en leur donnant une respiration créative, mais comme je vais vous l'expliquer, le jeu vidéo, en fait, c'est qu'un prétexte au projet Studio Traversée. Ça fait bizarre parce qu'on parle de jeux vidéo. Moi, je suis un créateur et je suis passionné de jeux vidéo. Mais en vrai de vrai, c'est qu'un prétexte. C'est le bon prétexte pour ce projet-là, précisément. Vous avez déjà dû entendre parler aussi d'autres projets qui utilisent peut-être des chevaux, du tournage de cinéma, etc. Il y a toujours des bons prétextes pour sortir des jeunes de leur situation difficile et les laisser s'exprimer créativement ou manuellement ou autre. Nous, l'approche, c'est que dans le jeu vidéo, il y a tellement de choses à faire. Donc, il y a du son, de la musique, de la programmation, il y a de la communication, les jeunes qui font du marketing, des trailers, etc. Que quand on détecte un intérêt dans quelque chose, et ces jeunes-là, ils ont l'air désintéressés au premier abord, évidemment qu'ils ont des intérêts, mais c'est dur de les avoir. Dès qu'on détecte un intérêt pour quelque chose, ah, t'aimes bien le rap, est-ce que t'as envie de tester de faire du rap ? Ok, et du coup, ils vont parler avec les autres jeunes qui s'occupent de la direction artistique. Est-ce que le rap, ça pourrait être la musique pour le jeu, etc. On commence à créer un intérêt, à les amener là-dedans dans la boucle. Mais dans le jeu vidéo, il y a tellement de choses à faire qu'il y a toujours un intérêt qu'on arrive à trouver. Objectif pédagogique dans l'ordre de priorité, pour nous, en tout cas dans la façon dont on pense le studio. En tout premier, c'est la restauration de la confiance en soi des jeunes. Donc on n'est pas dans l'idée de se faire sortir des collégiens dans l'industrie du jeu vidéo, de leur apprendre des skills professionnels. C'est pas du tout le but, c'est vraiment restaurer la confiance en soi et c'est important de comprendre ça pour comprendre la philosophie du projet. En deuxième, c'est de développer des compétences, mais plutôt des soft skills. Pour ceux qui ne savent pas, les soft skills, on parle de, vous savez, les talents de communication, la fait de pouvoir se concentrer, le fait de pouvoir se présenter, de parler aux gens, etc. C'est ça les soft skills, c'est les compétences, on va dire, humaines, enfin je ne sais pas comment on dit ça, il y a un mot en français pour le dire. Du coup, et ça c'est une des autres parties qui marche très très bien dans le studio. On les met dans des relations de pouvoir avec les autres jeunes. Il y a quelqu'un qui est manager, etc. Il faut recevoir des ordres, il faut présenter son jeu, il faut recevoir des feedbacks de professionnels de l'industrie et bien le prendre, etc. Ensuite, création d'un jeu, mais là pour nous l'objectif c'est de pouvoir révéler leurs intérêts et de voir quelque chose qui les anime et de tirer là-dessus pour qu'ils se sentent fiers, quoi. D'un coup ils ont envie de faire quelque chose, donc ils mettent la motivation, ils mettent l'énergie et bam, on arrive à capturer ça. Et après, l'approche pédagogique, nous, on est centré sur l'autonomie, donc les laisser, on ne va pas leur dire quoi faire. Au maximum, dès qu'on peut, on va les laisser prendre l'initiative. On va peut-être un peu les guider vers ça. On va laisser la systémique du studio faire émerger les besoins de ce qu'eux, ils ont à faire et qui se soumettent plus à l'énergie de groupe, on va dire, de dire, ok, on va faire ça, il nous reste tant de temps, qui est-ce qui va faire la cinématique, machin, ok. Et là, la motivation va se lever, on va faire le jeu, etc. Donc, travailler avec des jeunes déscolarisés, c'est une tâche qui est difficile, c'est compliqué. Créer un jeu vidéo, c'est une tâche aussi qui est compliquée. C'est pas le médium le plus facile, comme ça a été dit ce matin. C'est un médium qui est, je ne vais pas dire le plus complexe, parce que j'en sais rien, mais c'est un des plus complexes parce qu'on travaille sur des personnes. Il y a une partie technologique, il y a une partie artistique. On ne sait pas exactement ce que l'utilisateur il va faire, etc. Okay. Donc, on a créé un écosystème robuste pour arriver à faire ça. Cet écosystème, dedans, il y a les jeunes dont je vous ai parlé,
Il y a le mécénat, donc c'est l'entreprise ou la région ou le département qui va financer le projet et avec qui on va faire des échanges. Les jeunes vont venir faire des ateliers chez eux, peut-être leur apprendre à créer des jeux vidéo, etc. Et il y a les experts ludopédagogiques. Du coup, nous, le studio Rêve Studio, on a tous une double compétence sur la pédagogie et la création de jeux vidéo, quoi. Moi, je suis plutôt développeur, on a des game designers, on a des graphistes, etc. Et autour de ça, il y a des gens qui gravitent, comme par exemple Ubisoft, dont le projet est partenaire avec eux, où ils vont nous envoyer des professionnels pour que les jeunes ils se sentent renforcés, que ce soit genre quelqu'un qui a travaillé sur l'IP, un jeu qu'ils connaissent, quoi, avec lequel ils jouent avec leurs potes, etc. Ça fait toujours plaisir pour eux, c'est important. Donc le concept du studio, les jeunes ils sont en autonomie dans le studio. Ça veut dire que quand ils veulent faire quelque chose, ils ont le contrôle. S'ils ont un budget, par exemple, c'est eux qui ont le contrôle sur le budget matériel. S'ils veulent acheter une PlayStation, ils peuvent, mais c'est pas comme ça qu'ils vont finir leur jeu. Ils peuvent acheter des appareils photo pour faire de la photogrammétrie, etc. Il faut qu'ils réfléchissent aux besoins de leur jeu. Et ils ont aussi le choix du temps, de la gestion des ressources. Donc de nous, des employés d'Ubisoft, c'est eux qui font des tickets pour nous demander s'ils ont besoin d'aide sur quelque chose. Ils ne peuvent pas faire une fonctionnalité d'un jeu. Ils vont nous faire un ticket, faire la spec de la feature qu'ils veulent. Donc les forcer à rentrer dans ce processus pour nous demander de faire quelque chose, quoi. Et après, on a une pédagogie non punitive, donc plutôt, comme on dit, comportementale positive. Ça veut plutôt dire qu'on ne va jamais renforcer négativement quelque chose, on va essayer de le renforcer positivement. Et enfin, le contrôle et la confiance, du coup, en les mettant en responsabilité, et comme ils n'ont pas le contrôle dans leur vie, et ça c'est les chercheurs qui ont suggéré ça, et ça marche très bien dans le studio, comme ils n'ont pas beaucoup de contrôle sur leur vie, leur futur, leur donner le contrôle au sein du studio, ça crée une motivation, et ils se sentent respectés, donc ils sont beaucoup plus... on voit des choses différentes que dans les autres ateliers qu'ils ont, ou quand ils essaient de réintégrer le système scolaire, ils ont des comportements différents. Donc, j'ai un peu parlé de la défi de la création d'un jeu vidéo, c'est très complexe. Ces jeunes-là, ils sont éloignés de l'informatique pour beaucoup d'entre eux. Donc on arrive sur des gens qui ont peut-être des fois jamais touché un ordinateur, ça arrive, enfin c'est un quart des jeunes en général, qui sont des situations, des milieux socio-économiques challengeants. Et du coup, nous, on va les faire utiliser des outils standards de l'industrie pour qu'ils se sentent professionnels. Donc typiquement, parfois Blender quand ils en ont besoin, on va utiliser des logiciels de son qui sont professionnels, etc. Et on va utiliser Unreal Engine parce que c'est, je vais vous expliquer pourquoi juste après, mais aussi parce que c'est le moteur qui fait Fortnite et que c'est un nom qui leur parle, ils comprennent, ils se disent, et c'est une très bonne approche c'est une très bonne carotte, parce que et ils ont l'impression que si c'est le logiciel qui fait Fortnite, ils vont peut-être pouvoir faire Fortnite dedans et tout. Et aujourd'hui, apparemment, avec UEFN, c'est possible. Donc, juste, il y a des nouveautés. Donc les qualités qu'on voit dans Unreal Engine pour Studio Traversée, mais c'est aussi pour notre studio en général, c'est l'UX UI qui est intuitive et playful. Si vous avez déjà, pour ceux qui ont déjà utilisé Unreal Engine et qui ont déjà utilisé d'autres moteurs de jeu, vous voyez une certaine différence dans la maturité des outils et des détails dans l'interface, le confort de certaines features, etc. Et la raison derrière ça, on pense dans le studio, et je pense que c'est quelque chose d'assez logique, c'est que comme c'est des gens qui font l'outil et qui font des jeux vidéo, comme ça a été dit avant, pour rebondir un peu là-dessus, c'est des gens du coup, dans le même studio où il y a Fortnite, il y a aussi des gens qui font Unreal Engine. Donc les allers-retours vont très très vite quand il y a besoin de pouvoir pousser une nouvelle feature, quand il y a quelque chose qui n'y a pas dans le moteur, quand il y a quelque chose qui fait perdre du temps pour Fortnite, il y a un très fort intérêt à le développer dans Unreal Engine. Donc ça c'est important et ça fait que tous les outils sont bien pensés, simples, et c'est une des raisons de ça en tout cas. Après, il y a l'accès aux sources du moteur. On a recompilé plusieurs fois le moteur Unreal Engine pour changer ses features, typiquement des fois pour cacher un peu la complexité du moteur ou des panneaux pour certains jeunes et qu'ils les voient apparaître au fur et à mesure quand ils se sentent confortables pour des features dont ils n'ont pas besoin, etc. Et le C++, et j'en parlerai un petit peu après, pour éloigner la complexité des jeunes. Donc nous, on développe une partie des modules dont ils ont besoin en C++ pour pas qu'ils voient la complexité, ils peuvent juste utiliser le module, quoi. Donc, comment on fait concrètement ? Donc la pré-production, c'est le moment où les jeunes ils vont. Donc là je vous mets dans le studio, je vais vous parler de chacun des départements en fait, game design, etc. Donc comment est-ce que le studio Traversée, vraiment l'atelier se passe, quoi. Au tout début avec les jeunes, on les met en pré-production, ils vont décider tous ensemble d'un jeu qu'ils doivent faire. Pas facile, parce qu'il y en a qui veulent faire un jeu de course, l'autre un shooter, etc. Mais justement ça fait partie pédagogiquement de l'intérêt de discuter, faire des concessions, etc. De trouver une idée commune pour faire un jeu tous ensemble. Ensuite, ils vont se répartir en départements. Je ne rentre pas dans les détails, mais avant ça, on a essayé de détecter un petit peu leurs compétences et leurs intérêts pour voir où est-ce qu'ils allaient matcher, mais c'est fluide, ils peuvent changer après.
Et une fois qu'ils sont dans les départements, ils vont fixer le scope, itemiser. Il y a un chef de projet qui est désigné au milieu des jeunes. Et pour que nous, avec les conseils qu'on leur donne du coup en tant que studio mature, mais aussi les professionnels d'Ubisoft, ils vont pouvoir s'assurer que le scope il est réalisable. Et on va leur demander concrètement, ok, tu veux faire ça, mais comment? Ils vont devoir parler entre eux et voir est-ce qu'ils peuvent faire ça ou pas, etc. Donc itemiser et pouvoir planifier. Ensuite, on lance la production. Donc tous les départements vont commencer à travailler en même temps. Et donc ça veut dire qu'on va voir, il y a le game design, le sound design, la partie graphisme, tout ça, la cinématique. Tout ça, il y a un département à chaque fois qui s'occupe de chacun de ces objets-là et ils font ça en parallèle et ils doivent communiquer entre eux. Vous connaissez, genre quand on fait une production, il y a des interdépendances entre des choses, en sachant qu'il y a un goulot d'étranglement à la fin qui est forcément le moteur de jeu. Ici, chez nous, c'est toujours Unreal Engine, mais à la fin, le son, il doit aller dans le moteur de jeu, les graphismes, ils doivent aller dans le moteur de jeu, tout à la fin doit aller dans le moteur de jeu. Petite pression pour le département de programmation en général, à la fin du projet. Pendant que les autres, ils n'ont plus rien à faire en plus. Donc, c'est toujours... La partie game design, pour pas trop s'attarder dessus, globalement, on a une approche qui est plutôt papier pour les jeunes avec des outils de prototypage, game design classique, et ensuite ils vont délivrer ça aux programmeurs, au département de programmation, les jeunes, qui vont intégrer ça. Et eux, après, ils vont venir en fin pour ajuster les variables, etc., la distance de saut, de toutes les mécaniques de jeu, quoi, des interactions, etc. Et à la fin, c'est aussi eux qui vont s'occuper des playtests. Donc, ils vont faire tester aux professionnels, prendre les retours et les rationaliser pour le reste de l'équipe. Sound design, il faut créer tout l'univers sonore du jeu. Donc là, on parle de son, on parle des doublages aussi. Donc là, on voit les jeunes, par exemple, qui enregistrent les voix en bas. On a une approche qui est assez globalement, je ne sais pas comment dire ça, mais c'est à la Montessori un petit peu pour ceux qui connaissent en termes de pédagogie, dans le sens où on essaie de les rapprocher le plus possible de choses physiques, soit en graphisme ou en musique. Il faut qu'ils aient un instrument dans les mains, quelque chose de physique, etc., même si c'est connecté à l'ordinateur. Et on va leur apprendre, et c'est toujours un bon moment pour faire le sound design, de pouvoir apprendre à jouer un instrument, être avec des professionnels qui savent ce qu'ils font et d'apprendre à peut-être découvrir un talent, sa voix, la poser, que ce soit le personnage dans le jeu, ce soit ta voix à toi. Donc voilà pour le son. Ensuite, les graphismes 3D. Et là, je pourrais faire une conférence d'1 heure là-dessus, parce qu'on a développé, et je ne vais pas le faire, mais pas ici. Mais en gros, on a développé toute une suite d'outils, parce que le graphisme, les jeunes sont très visuels, ils approchent le jeu visuellement, l'esthétique en premier, comme n'importe qui. Et du coup, ils ont des idées très précises de ce qu'ils veulent faire. Mais évidemment, ils ne savent pas comment ils vont le faire. Donc il a fallu qu'on s'adapte à leurs besoins pour créer leur univers 3D. Donc là, et on a plein de méthodologies, du dessin en réalité virtuelle pour certains jeunes pour un besoin précis, à le kit bashing, donc pour ceux qui savent, avoir plein de morceaux de modèles 3D qui existent déjà, qui vont pouvoir assembler pour customiser leurs armes. Nous, on a créé plein de bibliothèques et on a importé aussi plein de bibliothèques pour le kit bashing. On utilise des logiciels très simples comme Asset Forge, pour ceux qui connaissent tout, qui sont des interfaces très limpides et simples. Et par exemple, pour la capture que vous voyez en haut, là c'est purement de la photogrammétrie. Il y a un jeune qui nous dit il voulait absolument un boss dans le jeu. Et donc on l'a laissé évaluer si c'était possible ou pas. Il a fait je pourrais le scanner et tout. Donc on l'a fait dessiner le monstre. Ensuite on l'a fait le modéliser avec une artiste en terre glaise. Ensuite, une fois que c'était modélisé, il a pris des dizaines de photos. C'est le principe de la photogrammétrie. Il l'a scanné dans Reality Capture. Et ensuite, il l'a cleané dans Blender, fonction très simple de cleaning, etc. Et ensuite, il a pu le riguer avec Mixamo et le mettre dans Unreal Engine. Donc, vous voyez, on s'est adapté au pipeline dont ils avaient besoin par nos compétences et par ce qu'on connaît, quoi. Voilà. Et maintenant, la partie Unreal Engine et la partie environnement et cinématique. Donc, pourquoi est-ce qu'on utilise Unreal Engine? Ce qui pourrait paraître contre-intuitif. Donc, la première partie, donc créer les environnements. Pour nous, on a vu les jeunes quand ils arrivent dans Unreal Engine, ce qui est intéressant, c'est que la création d'environnement, c'est un outil qui est déjà de base nativement dans Unreal Engine. Et c'est des pinceaux en fait, un pinceau pour pouvoir tirer des montagnes, pour creuser le lit d'une rivière, un pinceau pour pouvoir dessiner une forêt, le foliage, etc. Donc c'est extrêmement intuitif. Nous, tout ce qu'on a à faire pour peindre des textures sur le terrain, c'est d'importer des textures de base pour qu'ils aient tout ce qu'ils veulent sous les yeux, pouvoir cliquer, dessiner, etc.
Donc ça c'est un outil qui est vraiment simple, intuitif. Il est fait aussi pour les artistes et donc pas forcément pour des programmeurs, des gens qui ont... il est fait pour des gens qui veulent juste venir créer leur monde, le mettre en scène visuellement. Donc c'est assez straightforward, quoi. La programmation. Donc la programmation, là, c'est... Donc j'ai juste fait une petite comparaison pour vous montrer. Ce matin, il y a quelqu'un, je crois que c'était Agathe, qui a parlé de blueprints. C'est quoi la programmation dans Unreal Engine? Donc le langage qui est le plus utilisé, en tout cas, par les studios de petite et moyenne taille, c'est les blueprints, je pense, en tout cas. Et c'est ce qu'on voit à droite, là. C'est un langage de programmation visuelle. À gauche, j'ai fait l'équivalent en programmation, si on voulait faire ça, par exemple, dans un autre langage de programmation. Et pour nous, le gros avantage évident, si vous le voyez, pour ceux qui programment, c'est que pour que les jeunes puissent travailler, on s'évade de la syntaxe. Les points-virgules, les accolades, les parenthèses, tout ça, on s'évade de ça. Et c'est très visuel. On va de gauche à droite pour la direction de comment le code s'exécute. Enfin, tout est extrêmement simple et limpide pour eux. Donc ça, c'était assez pratique. Dans les premières années de Studio Traversée, ils devaient coder les tout par eux-mêmes et le reste, ils nous demandaient des tickets, donc on avait énormément de tickets de features à développer. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a collecté les features les plus communes qu'ils demandaient et on a créé les game blocks qui sont un système qu'on a. Je vais finir rapidement. C'est un système qu'on a en gros avec une cinquantaine de mécaniques de jeu qui peuvent assembler, paramétrer dans le moteur de jeu par lui-même. On a fait ça en C++, donc ils ne voient pas le code qui est derrière, ils voient juste les features qu'ils peuvent assembler pour créer, et c'est eux qui peuvent faire ça dès le début du jeu, quoi. Ensuite, je vais peut-être passer sur les behavior trees, mais pareil, Unreal Engine, très simple, pour faire le comportement d'un ennemi qui soit limpide, transparent, et ils peuvent commencer sur papier, aller dans le behavior tree avec les fonctionnalités qu'on a déjà préparées, et ça fonctionne. Et l'outil de cinématique qui permet juste de drag and dropper des caméras, des animations. Donc aussi très simple de commencer. On a créé des matériaux pédagogiques pour les aider quand même, mais globalement très simple et limpide pour qu'ils puissent faire leur propre film, trailer et matériel de promotion, quoi. Et enfin, il y a d'autres choses qui font que... Mais j'ai déjà parlé un petit peu de tout ça, notamment la collaboration en Perforce qui rend l'atelier beaucoup plus simple pour pas qu'ils écrasent le travail des uns des autres. C'est très visuel dans Unreal Engine, qui travaille sur quoi, à quel moment, et quel fichier tu peux pas toucher, quoi. Donc voilà, et la post-prod, c'est le moment où on présente les choses à nos partenaires, ils vont présenter ça à leur institution, aux autres jeunes, etc., du projet. Et c'est le moment aussi, c'est un moment important pour eux, pour qu'ils puissent prendre confiance en eux, quoi. Ils ont fini le jeu vidéo, tous ensemble, voilà. Et donc on va aussi faire des ateliers chez les gens de la région ou des entreprises, où ils vont leur faire présenter le jeu, leur faire tester des expositions, comme on a fait à la BNP par exemple. Donc voilà, et du coup, l'équipe qu'il y a derrière, notre équipe à Rêve Studio, les chercheurs qui ont accompagné le projet au fur et à mesure des années, qui nous ont aidés à formater cette pédagogie qui était faite et custom-made pour eux. Et voilà, merci beaucoup. Et je voudrais remercier... Je voulais remercier notamment Joanne qui m'a invité, mais les gens d'Epic Games en général, la ville de Rennes et le Clair Obscur pour l'organisation du festival, pour l'opportunité qu'on a eue de pouvoir parler aujourd'hui. Et c'est un projet qui est très important pour nous. Il a beaucoup d'impact sur les jeunes, des impacts positifs à la sortie des ateliers. Donc voilà. Je ne sais pas si on a encore un peu de temps pour des questions. Ok. S'il y en a. Voilà, est-ce que vous avez une question à poser sur la présentation qui vient de vous être faite? Alors comme vous êtes un peu dans le noir, n'hésitez pas à faire des grands mouvements de bras pour qu'on puisse vous voir. Nous avons une question ici à gauche. On va vous apporter un micro pour que tout le monde puisse vous entendre et comme c'est filmé, pour aussi qu'on puisse le capter. Moi j'aurais une question, mais elle est plus axée sur les jeunes plus que sur le studio en lui-même. Donc, ce qui est une très bonne chose que vous faites, c'est pas le souci. Du coup, j'ai un gros coup de stress maintenant avec le micro. Moi aussi. Est-ce que vous avez peut-être des retours des jeunes, genre après qu'ils aient quitté le studio, si jamais vous savez ce qu'ils ont fait après, s'ils ont réussi à peut-être se réinsérer scolairement, ou s'ils ont pu intégrer des apprentissages ou d'autres choses, ou à évoluer en fait en dehors du studio après ça? Alors, dans le studio Traversée lui-même, donc les jeunes, il faut savoir qu'ils sont...
il y a deux types de tranches d'âge. Il y a les 12-16 ans, on va dire, les décrocheurs au collège. Et ensuite, on a aussi travaillé avec l'école de la seconde chance, par exemple, où on a des jeunes jusqu'à 25 ans. Et eux, ils sont beaucoup plus proches de pouvoir rejoindre. Ils sont beaucoup plus proches de pouvoir rejoindre une formation ou autre. Pour les décrocheurs scolaires collégiens, on a vu des impacts. Donc, on a vu typiquement des jeunes qui étaient que dans notre studio et pas dans notre atelier, et qui étaient en réinsertion. Donc, ils faisaient tous les mardis, je crois, au collège. Et d'un collège où ils avaient décroché, et on a vu du coup que la conseillère d'orientation, elle nous disait qu'il y avait un changement drastique dans sa capacité de concentration, par exemple. Donc pour un de ces jeunes-là, typiquement. Pour la sortie, et donc mais on le voit en fait au travers de leur réinsertion ensuite. Ces jeunes-là, on essaie de ne pas les envoyer forcément vers le numérique ou autre, on essaie juste de les aider dans leurs soft skills, mais il y en a plusieurs, on va dire, il y a toujours genre un quart, un tiers, ça va créer une inspiration et tout, et qui vont rejoindre. On a des jeunes depuis 2017 qui sont maintenant graphic designers pour le web. Il n'y a personne qui a rejoint l'industrie du jeu vidéo. Il y en a un qui essaye de rentrer en école d'animation là actuellement, parce c'est un jeune qui est rentré, qui est arrivé, c'est un réfugié qui était venu chez nous, il parlait pas français, pas anglais, donc les interfaces, voilà. Il a pris Blender en main comme ça, et il a commencé à animer avec Blender extrêmement rapidement. Donc on s'est dit, bon, voilà. Et donc là, il essaie de rejoindre une école d'animation. Donc voilà, mais c'est jamais trop l'objectif de les pousser vers la formation, mais on sait que ça a des effets positifs vers des formations parallèles, quoi, on va dire, comme je disais, graphic designer ou des choses comme ça. Et puis, est-ce qu'il y a éventuellement une deuxième question ? Tout en haut, à droite. À l'opposé. À l'opposé, donc on va faire une chaîne pour passer le micro. Si la personne peut relever la main pour qu'on vous voit. Voilà, le micro est derrière vous. Merci. J'ai vu aussi qu'il y avait dans la vidéo de présentation un tout petit aspect sound design, et je voulais savoir si du coup c'était aussi quelque chose que vous appreniez aux jeunes, ou est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous êtes déjà aussi passé maître, et du coup comment est-ce que vous apprenez ça aux jeunes? Voilà, c'est juste ça. Sound design dans le sens juste les sons, ou sound design genre tout l'aspect musique et doublage, etc. Ouais, vraiment tout l'aspect son d'un jeu vidéo en fait. Est-ce que ça fait aussi partie de votre manière d'apprendre, ou est-ce que c'était à côté? Yes, et c'est la partie la plus facile. Je peux s'attarder dessus, ça vaut le coup. Le sound design est extrêmement fun de base à créer. Évidemment, vous envoyez des jeunes avec des micros dans la cour de leur institution pour casser des trucs. Ça marche hyper bien, pour qu'ils puissent enregistrer les sons, etc. Ils adorent. C'est la partie la plus. C'est pas une partie où il y avait énormément d'ingénierie pédagogique à faire, à part une préformation à essayer de réfléchir. On les fait toujours se poser, se calmer, analyser le son d'un jeu, etc., le découper et essayer d'imaginer. On leur met toujours une vidéo d'un jeu sans le sound design, et on leur demande, avec des bibliothèques de sons qu'on a préconçues, juste de placer dans l'éditeur les sons. Vous savez comment on fait pour, comme les vrais sound designers, j'imagine, font aussi. Donc sur une vidéo d'un jeu vidéo, placez les sons vous-même pour essayer de voir comment tu imaginerais et qu'ils se mettent en mode pensée, quoi. Après, la création des sons en eux-mêmes, on ne s'attarde pas trop sur tout ce qui est... On évite toute la complexité des waves, genre des machins, etc. On ne les fait pas trop ajuster ça, parce que ça n'a jamais trop collé. Généralement, on les fait enregistrer les choses, on les met, et ils travaillent avec un professionnel pour... c'est le professionnel qui va tweaker les sons, on va dire, pour les faire coller vraiment au jeu ou des choses comme ça. Voilà. Merci beaucoup, Mondane Barry. Merci à vous.